Allez, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un cas clinique qu'on va faire sous un format différent de ce qu'on peut faire habituellement. Donc je vous propose aujourd'hui de regarder ça un peu en conditions réelles où je vais faire défiler un scanner abdominopelvien, ici réalisé d'emblée après injection de produits de contraste. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la radiologie, ici on est sur un temps portal, un temps porto-parenchymateux. On voit donc l'opacification du tronc porte et un bon rehaussement de l'ensemble des organes de la cavité abdominopelvienne. Ce temps portal qu'on fait entre 70 et 90 secondes après injection, c'est un petit peu le temps de référence pour la plupart des urgences abdominales et digestives. Donc là, le scanner a été demandé pour un patient d'une cinquantaine d'années qui venait pour des douleurs abdominales et avec un syndrome inflammatoire biologique et chez qui on suspectait une diverticulite sigmoïdienne. C'était ça la question posée, c'est est-ce que le patient a une diverticulite aiguë. Et donc on est tout de suite, l'œil est tout de suite attiré par cette anomalie qui en effet est centrée sur le sigmoïde. Hop, si on repart du bas, ici on remonte, donc là on suit le cadre colique, et on arrive ici sur le sigmoïde où on voit un épaississement de la paroi qui est circonférentiel. Ici, si on regarde, la paroi est fine, ici la paroi épaissit. Donc on a cet épaississement, et ce qu'on peut voir en plus de cet épaississement, c'est que dans le mésosigmoïde, on a une infiltration de cette graisse avec des petites bulles d'air. Ici, je remonte, on voit ici quelque chose de plus liquidien et toujours ces petites bulles d'air. Donc on est probablement sur quelque chose une perforation digestive d'origine sigmoïdienne. On voit ici que les bulles d'air sont confinées, restent confinées ici. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de perforation en péritoine libre. Elles restent trappées de façon, on va dire, loco-régionale. Donc la question, c'est de savoir quelle est la nature maintenant de cet épaississement. Est-ce qu'on est effectivement face à une diverticulite compliquée, une diverticulite aiguë perforée, ou est-ce qu'on est face à quelque chose de tumoral? La première chose à bien voir, c'est, et se demander toujours, c'est est-ce qu'on voit des diverticules sur le segment pathologique? Puisque le meilleur signe pour dire que c'est une diverticulite aiguë, c'est de voir un diverticule qui est pathologique. Pathologique parce qu'il va être inflammatoire et on va avoir une infiltration de la graisse autour de ce diverticule. Ici, si on regarde ici sur la coupe axiale, que ce soit ici ou ici, pour l'instant, on n'a pas l'air de voir réellement de diverticule. Donc ça, c'est un premier signe d'alerte qui doit nous faire nous demander est-ce qu'on n'est pas face à un cancer. Hop, je vous le mets sur la coupe coronale à gauche. On va voir la même chose. Donc on a cet épaississement pariétal, sigmoïdien. Et quand je fais défiler, ici on a ces bulles d'air extra-digestives mais qui ne correspondent pas à un diverticule. Et quand on fait défiler, on n'a pas l'impression, une fois de plus, de voir de diverticules sur ce segment. Probablement qu'en amont on a des petits diverticules, mais sur le segment épaissi, on n'en voit pas. Deuxième chose qu'il faut bien regarder maintenant, c'est un peu la longueur de cet épaississement. Bien qu'il puisse avoir des recoupements et bien que ce soit parfois extrêmement difficile de faire la part entre cancer et diverticulite, quand on a un épaississement plutôt court, c'est suspect jusqu'à preuve du contraire. Typiquement, on dit en dessous de 7, 8, 9 cm, méfiance. Ici, je ne vous remesure pas, mais on était sur à peu près 6 cm. Donc ça, c'est pas un critère fiable à 100%, puisqu'il y a les valeurs entre cancer et diverticulite se recoupent, mais plus l'épaississement va être court et plus il va falloir se méfier. Donc là, ça c'est un élément également de suspicion dans ce cas-là pour moi. D'autant plus que si on regarde la zone de transition, donc la zone de transition entre le sigmoïde pathologique qui épaissit et le sigmoïde, le rectosigmoïde qui on va dire est sain, cette zone de transition est très brutale.
qu'on pourrait qualifier en marche d'escalier. On voit très bien ici, zone de transition brutale ici, sigmoïde pathologique, sigmoïde sain. Même chose si on regarde sur les coupes axiales. Là, on a l'épaississement pariétal qui va s'arrêter brutalement ici avec ici ce qu'on pourrait encore qualifier une marche d'escalier qu'on voit également très bien ici, arrêt brutal, marche d'escalier. Quand on a une zone de transition très brutale comme ça, c'est suspect de cancer également. Globalement, sur l'épaississement pariétal, là, on a décrit déjà plusieurs choses qu'il fallait voir. Autre chose qu'on peut voir qui serait plus typique du cancer, c'est ce caractère rétractile. Si on regarde ici, on a l'impression ici qu'il y a une petite encoche avec la graisse adjacente. Et ça me fait évoquer, moi en premier lieu, que c'est un caractère rétractile. L'épaississement va rétracter, donc on va voir cette graisse qui va s'insinuer à ce niveau-là. Et ce caractère-là est également assez suspect. Donc ce caractère rétractile, mais également sténosant, puisqu'on a l'impression ici qu'on a une lumière qui est normale, discrètement distendue, et ici qu'on a quelque chose plutôt qui vient sténoser. Même chose ici. La lumière paraît normale avec un encombrement stercoral dans le côlon d'amont. Et là, cet épaississement a l'air sténosant. Donc tous ces critères, ça doit nous faire être très prudent et nous dire que c'est possiblement une nature tumorale à cet épaississement colique. On va regarder maintenant l'environnement péridigestif. On voit des petits ganglions arrondis qui, sont pas forcément, ne permettent pas forcément de discriminer tumoral versus inflammatoire. Après, quand vous voyez les ganglions bien arrondis et d'une certaine taille, au-delà de 1 cm, ça devient quand même très suspect d'atteinte tumorale. Donc maintenant qu'on a vu ça, et qu'on a quand même une arrière-pensée pour une atteinte tumorale, une atteinte néoplasique du sigmoïde, ce que je vous conseille de voir tout de suite, c'est d'aller essayer de rechercher s'il y a des lésions à distance, donc que ce soit des métastases ou ce qu'on appelle une carcinose péritonéale, des lésions hépatiques, des lésions pulmonaires. Donc là, en balayant très rapidement, là je vous le fais rapide, mais c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de bien balayer le foie. Et là, ce qui peut attirer l'œil, c'est cette première lésion au niveau du segment 6. On pourrait se dire peut-être que c'est un angiome avec ici une petite motte, bien que l'aspect ne soit pas des plus typiques. Mais si on regarde bien, juste en dessous, il y a une seconde lésion, hypodense ici, avec des contours un peu flous, et surtout ce caractère hypodense n'est pas liquidien. Avec un kyste, on s'attendrait à quelque chose de beaucoup plus hypodense, comme on peut le voir ici. Si on compare ce kyste rénal et cette lésion hypodense hépatique, on voit que c'est pas du tout la même densité. Là qu'on a quelque chose de beaucoup plus hypodense et donc liquidien, contrairement à ici. Donc ici on est probablement face à une lésion hépatique secondaire. Et donc cet élément extra-digestif, ça vient nous conforter dans l'hypothèse de la nature tumorale du sigmoïde. Enfin, sur un scanner abdominopelvien, ça c'est un rappel que les internes de radio savent parfaitement. Pour les non-radiologues, quelque chose qu'on n'a pas forcément tendance à regarder, mais ça peut nous sauver et nous donner des informations supplémentaires dans un certain nombre de cas. C'est de bien regarder les coupes basithoraciques. Et ici, on voit une lésion du lobe moyen qui est globalement juxtacentimétrique et qui n'a pas les caractéristiques d'un ganglion intrapulmonaire qui, si on regarde bien, on peut même se demander s'il n'y a pas des petits contours spiculés et qui est donc là également très suspecte de localisation secondaire. Donc là on a fait à peu près le tour, je vous épargne la fenêtre osseuse qui était normale. Et donc si vous deviez garder des messages clés devant un épaississement pariétal sigmoïdien, première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des diverticules? S'il n'y a pas de diverticules, déjà c'est très suspect et se demander si en effet c'est pas un cancer sous-jacent. Quand l'épaississement pariétal est relativement court avec une zone de transition brutale, là également, méfiance, ça peut être un cancer. Le caractère sténosant également.
Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai rappelé, parfois c'est très difficile de faire la part des choses. Mais là, on a, je pense, suffisamment d'éléments pour dire que cet épaississement est très suspect. Et enfin, ensuite, je vous encourage à aller regarder tout ce qu'il y a en extra-digestif, donc que ce soit sur le foie ou sur les coupes pulmonaires basses, comme on a pu le voir ici. Donc on a fait un peu le tour de ce dossier. Si ce format vous plaît, on réitérera ça avec des cas cliniques de la vie quotidienne pour montrer un peu comment on peut raisonner, comment on peut avancer sur des diagnostics. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, des axes d'amélioration ou quoi que ce soit. On pourra adapter le format, améliorer les choses s'il le faut. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée.